Délégué général de l'Institut pour la justice. Vous savez qu'hier, 1 an de prison ferme a été requis pour 6 militants identitaires dont on avait parlé, qui avaient manifesté à Romans-sur-Isère. On va parler de cette justice qui paraît quelque peu démesurée par rapport au reste du traitement d'autres formes de racailles. On va en parler donc avec Pierre-Marie Sèvres et ensuite on reçoit Denis Cessic pour son livre Inclure. C'est un roman aux éditions Magnus et qui nous parle évidemment de ce qui se passe aujourd'hui, une dystopie totalitaire, on va dire. Allez, tout de suite, on donne la parole à Pierre-Marie Sèvres. Le coup de marteau. Alors, on en avait parlé hier, 6 jeunes hommes qui participaient à cette marche, on va l'appeler marche identitaire, au quartier de la Monnaie, vous savez, samedi dernier, donc à Romans-sur-Isère, ont été jugés hier après-midi à Valence. C'était une comparution immédiate, très rapide, comme vous pouvez le voir. Et ils ont tous été condamnés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences et dégradation. Et puis, 5 parmi eux ont été aussi condamnés pour violence sur policiers. Voilà, des peines qui vont de 6 à 10 mois de prison ferme. Je précise également qu'ils ont été interdits de séjourner dans la Drôme, de détenir une arme pendant 5 ans et privés du droit d'éligibilité pendant cette période de temps. Alors, c'est vrai qu'on peut s'étonner de la célérité de la justice, mais on peut s'en féliciter aussi, et d'une certaine dureté. Pareil, on pourrait s'en féliciter. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de comparer par rapport aux autres cas. Et c'est pourquoi je suis très heureuse d'accueillir Pierre-Marie Sèvres. Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Bonjour Clémence Odiakova et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice. Alors, comment avez-vous d'abord pris cette nouvelle de la condamnation de ces 6, on va dire, participants à cette marche identitaire ? Alors, avec tous les sentiments sauf l'étonnement. Là, pour le coup, l'Institut pour la justice, c'est le cœur de ce que nous faisons, c'est que nous observons d'abord et nous essayons de régler ce qu'on appelle les 2 poids 2 mesures et les vicissitudes de notre justice. Et le 2 poids 2 mesures est l'exemple type des vicissitudes de la justice. A fortiori quand et nous vraiment c'est vraiment le cœur de ce que nous demandent nos adhérents, nous demandent nos sympathisants et de ce que nous voulons faire, c'est de dénoncer la justice qui ne fait pas son travail avec les délinquants de carrière, si je puis dire, ceux qui pourrissent la vie, toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Oui, c'est souvent toujours les mêmes parce qu'en plus ce sont des multirécidivistes qui pourrissent la vie de tous les gens honnêtes. Et à l'inverse, donc cette justice-là, donc elle n'est pas du tout sévère avec eux. Et à l'inverse, avec des profils étonnants, aussi souvent toujours les mêmes, des gens qui n'ont pas de casier judiciaire. Nous, principalement ceux qu'on défend, ce sont ceux, par exemple, qui se sont eux-mêmes défendus chez eux de nuit contre des cambrioleurs et qui, malheureusement, là, n'ont aucun droit à aucune mansuétude de la justice. Au contraire, sont bien souvent gravement condamnés. Et pour nous, c'est une situation complètement insupportable et qui... Alors moi, je ne serais moi-même évidemment pas allé à ce genre d'opération et je ne pense pas que ce soit particulièrement intelligent de le faire. Mais en revanche, c'est une évidence que c'est un jugement, un verdict extrêmement inhabituel et qui pose beaucoup de questions quant à la justice de notre système judiciaire. Oui, alors on va y revenir. Je précise que la procureure, donc Vanina Le Paul Ercole, donc la procureure dans cette affaire, a qualifié les accusés d'irresponsables et de délinquants. Je ne sais même pas s'ils ont l'habitude d'accuser comme ça les jeunes délinquants, comme vous dites, qui eux sont des délinquants de carrière. Alors bon, les procureurs normalement, en tout cas en principe, ont plutôt une tendance à appuyer là où ça fait mal pour les clients qu'ils ont en face d'eux, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Bon, en l'occurrence, souvent dans les faits, y compris les procureurs, il y a très souvent des moments où ils sont eux-mêmes pétris par cette culture de l'excuse et vont donc chercher des excuses et expliquer les réquisitions qui sont parfois faibles
au regard des faits qui ont été commis. Donc, bon, après, en l'occurrence, techniquement, c'est vrai, ce sont des délinquants. S'ils ont effectivement commis un crime ou un délit, ce sont des délinquants. Maintenant... entre autres, non, il n'y a pas eu de crime. Je crois qu'il n'y a même pas eu de... Personne n'a touché, ne s'en est pris à une autre personne dans le cadre de cette manifestation. J'ai vu que c'était les tirs de mortier contre les policiers. C'était les violences contre les forces de l'ordre dont ils ont été reconnus coupables et pour lesquels ils ont été condamnés à ces peines-là. Donc, techniquement, c'est vrai, mais ce qui est étonnant, c'est une réquisition aussi forte. Mais vous savez, le parquet, normalement, à la limite, le procureur, c'est pas si important. Oui, c'est son rôle, parce que le procureur, voilà, le procureur n'est pas indépendant. Le procureur est un fonctionnaire du ministère de la Justice et si son ministre, qui est son chef hiérarchique, lui demande d'être sévère à l'encontre d'un crime ou d'un délit, par exemple, on l'a vu cet été après les émeutes suite à Naël, c'est vrai que c'était très inhabituel, mais le ministère de la Justice avait demandé une certaine sévérité qui avait effectivement été plutôt suivie et par les procureurs et par les juges dans les tribunaux. Donc, bon, le procureur, à la limite, c'est pas tellement la question. Effectivement, premièrement, on peut se dire, oui, on voit que le gouvernement actuel avait une dent contre ces jeunes et a demandé à ce que ce soit fait un exemple, ce qui en dit long sur sa politique pénale et sur l'orientation que sont ses priorités. Mais c'est que aussi le juge du siège, c'est-à-dire le juge a effectivement suivi en bonne partie les réquisitions du procureur. Et ça pose plus de questions puisque habituellement, les juges du siège sont plutôt compréhensifs avec les délinquants, ça c'est une évidence, et ça on le voit tous les jours dans toutes les condamnations qui sortent jour après jour. C'est pour ça que pour nous ouvrir un peu les yeux sur cette forme de justice à deux vitesses, je voudrais qu'on donne d'autres exemples. Alors vous en connaissez beaucoup, je vais en citer quelques-uns, mais vous allez citer les vôtres après. Le viol de Chahina, 8 à 12 mois de prison avec sursis pour ses agresseurs et une relaxe. Voilà, donc ça c'est un des premiers exemples. Argenteuil, l'homme suspecté d'agression sexuelle sur 2 nonagénaires a été remise en liberté. On avait aussi une personne qui avait blessé un policier. Il a été condamné seulement à 35 heures de travaux d'intérêt généraux, qui a été jugé comme inacceptable selon le syndicat de police Alliance. Ça, c'était une décision de novembre dernier, de novembre de ce mois-ci d'ailleurs. L'émeutier qui a incendié la mairie dans le 94 à Villeneuve-le-Roi a été condamné à du sursis. Enfin, voilà, donc on voit bien qu'on a des décisions qui sont pas aussi fortes par rapport à l'importance des faits que celles de nos cas ici, de ces manifestants. Oui, si vous voulez, je peux vous donner d'autres exemples, moi qui m'avaient marqué. Oui. Arrivé en France depuis 5 jours, un homme cambriole une maison, frappe et étrangle son occupante, une dame de 68 ans. Au cours de son arrestation, il frappe un policier et il n'est condamné qu'à 1 an de prison avec sursis. Il ressort donc libre du tribunal. Un autre, 2 semaines après son arrivée en France, il agresse sexuellement une jeune femme dans la rue. Il n'est condamné qu'à 2 mois de prison avec sursis et sort donc libre du tribunal. Un homme n'a été condamné qu'à 2 mois de prison avec sursis pour avoir incendié à 2 reprises une église en Indre-et-Loire. Il ressort libre du tribunal. Voilà, et je pourrais multiplier ça. Oui, c'est ça. Nous observons à l'Institut pour la justice, nous avons un observatoire du laxisme judiciaire et tous les jours, nous regardons la presse locale. Alors, ce sont uniquement les affaires qui sortent dans la presse locale, malheureusement, il y en a beaucoup qui nous échappent. Mais tous les jours, systématiquement, on sait qu'on retrouve 1 ou 2 affaires aberrantes comme celle que je viens de vous citer. Puis pour aller dans les tribunaux de temps en temps, il suffit d'aller dans les tribunaux, hein, bien souvent les audiences sont publiques, et il suffit d'aller dans les tribunaux pour voir que le laxisme bat son plein en permanence tous les jours quand il s'agit d'une certaine délinquance, la délinquance écrasante, celle qui unanimement pourrit la vie de tous les Français. Oui. Et là, oui, on a des multiplications de sursis, on évite à tout prix. Vous savez, dans le code pénal, il y a un article qui dit le recours à l'emprisonnement, les peines d'emprisonnement ne doivent être prononcées qu'en dernier recours. Mais ça, il s'agit que de la délinquance habituelle, normale, celle que tous les Français voudraient voir baisser. Par contre, effectivement, dans certains cas, ça ne s'applique plus. Typiquement, le policier qui a tiré sur Naël Merzouk à Nanterre, lui, il a quand même fait
4-5 mois de détention provisoire, ce qui est extrêmement inhabituel aussi, et ce qui pose aussi encore beaucoup de questions. Mais la raison aussi, c'est... Il était dans le cadre de ses fonctions, alors après, voilà, il faut encore... Absolument, absolument. L'État lui remet une arme en disant « vous devez protéger l'ordre public », et une fois qu'il en fait usage... après avoir fait les injonctions habituelles, donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions aussi en termes de... Absolument. De règlement. Et il a un régime plus dur que les gens normaux. Il a une mission exorbitante du droit commun, c'est la moindre des choses, oui, effectivement. On lui remet une arme, on lui demande de protéger la vie de ses concitoyens et l'ordre public. Et par contre, après, le régime juridique qui s'applique à lui est plus dur que pour d'autres citoyens. Ça paraît complètement aberrant. Oui. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà parlé un peu de ce sujet avec Laurent Oberton, et lui avait dit finalement les Français sont humiliés dans tous les sens. C'est-à-dire d'un côté, il y a une impunité, et ils sentent bien une justice qui ne les protège plus aujourd'hui. Ils vivent dans une insécurité. Et le jour où ils souhaitent réagir, finalement, c'est eux qui vont être punis plus fort que les autres. Et donc, on leur a cette injonction à ne pas réagir. Donc finalement, tous les jours, je peux me prendre un coup de couteau dans le dos. Et de l'autre, je n'ai pas le droit de réagir, sinon c'est moi qui vais en prison. Voilà la situation finalement, je veux dire kafkaïenne presque, dans laquelle on se trouve, et qui, en plus, alors ça c'est Laurent Oberton qui a interprété, qui disait qu'il finissait d'humilier les Français aujourd'hui. Comment vous réagissez à cette interprétation ? Mais je suis 100% d'accord. C'est exactement ce qu'on dénonce à longueur d'année de l'IPJ depuis 15 ans, 16 ans maintenant. On dénonce justement ce deux poids, deux mesures, le fait que la justice fasse preuve d'une immense mansuétude à l'égard de tous les délinquants et qu'elle soit particulièrement impitoyable dans certains cas. En fait, la raison, c'est difficile d'avoir une seule raison. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression, souvent on peut se dire c'est volontaire, c'est une volonté d'humilier, comme le dit Laurent Oberton, de détruire la nation française, de s'en prendre aux citoyens français. C'est l'impression que ça peut donner, clairement. Oui. C'est difficile de dire, c'est toujours... Vous savez, comme dans les procès aux assises, c'est toujours très difficile de dire quelle est l'intention du criminel. Bon, c'est difficile de dire si c'est intentionnel vraiment, parce que je ne pense pas qu'il y ait il n'y a pas de complot dans le sens où les magistrats ne font pas des réunions pour se dire on va faire ça. Il n'y a pas des directives de la part de la hiérarchie judiciaire pour faire ça. Mais il se trouve que dans les faits, c'est ce qui arrive. Oui. Il y a une idéologie, ça c'est sûr et certain. Et cette idéologie, en partie, c'est que la justice ne supporte pas de ne pas avoir le monopole de la violence et le monopole de la punition. Ouais. Il y a un exemple, enfin il y en a plein des exemples, mais là encore, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un procès en début d'année 2023 suite alors c'était un migrant guinéen qui avait agressé sexuellement une petite fille à Roanne, chez ses parents, dans leur maison, et le papa avait... Oui, il était rentré par la fenêtre, et je crois que la famille l'avait retrouvé dans la chambre. Vous imaginez le choc pour la famille. Hein. Retrouve c'est abominable. Un homme dans la chambre de sa petite fille qui était en train de s'apprêter à la violer. Exactement. Il avait commis une agression sexuelle, ça on le sait, elle l'a dit, la petite fille. Et le papa, le lendemain, a retrouvé cet homme rôdé à nouveau près de sa maison. Alors heureusement, il veillait, il l'a rattrapé, avec 3 autres amis, ils l'ont attrapé, ils l'ont passé à tabac, hein, visiblement, ce qui est humain, même si, ce qui est humain, ce qui est peut-être pas légal, mais ce qui est humain. Et pourtant, cet homme, ensuite, il y a eu un procès. Il a été mis sur le banc des accusés. Et en fait, dans cette affaire, tout le monde a été condamné. Autant le pédophile criminel, sur lequel tout le monde est évidemment d'accord, mais autant l'homme, le papa et ses complices, je dis ça entre guillemets, ont été condamnés. Alors le pédophile a été condamné à 18 mois de prison. D'ailleurs, j'avais quand même retrouvé, c'est quelque chose qui est passé assez inaperçu, qu'il avait récidivé en prison sur une éducatrice. Donc bon, ça c'est quand même assez étonnant. Ouais. Le papa a été condamné à 8 mois de prison, donc ça veut dire qu'il a un casier judiciaire. Donc ça veut dire qu'il était condamné à la moitié par rapport à l'agresseur qui est rentré chez la petite fille qui l'a violée. Oui, à la seule différence qu'il y a eu du sursis pour le papa. 6 mois de prison, 8 mois de prison avec sursis. Mais en revanche, un des complices, lui, a été condamné à 6 mois de prison ferme. Donc lui a été mis... Alors vraisemblablement, je n'ai pas tous les détails, mais visiblement, il a dû passer normalement... Il a probablement passé un petit peu de temps en prison. Oui, mais ça veut dire qu'en plus, pardon, mais si on va dans le fond de l'histoire, c'est dire que cet homme, le violeur, là, récidiviste, qui est entré par effraction dans la chambre d'une petite fille, a porté plainte, en plus, a osé porter plainte.
Alors non, pas forcément. Il n'y a pas besoin. En droit pénal, en fait, il n'y a pas forcément besoin de porter plainte, puisque on considère que le crime. D'ailleurs, on l'oublie souvent. Hein, la justice l'oublie souvent, mais le crime crée, Il y a un droit à crée du agir, mal à la une nécessité société à en agir, oui, c'est général. ça, oui. Oui. Voilà, et donc la société a le droit, dès lors qu'elle a connaissance d'un crime ou d'un délit, même si personne ne porte plainte, elle a le droit de poursuivre et de punir une infraction. Donc en l'occurrence, non, il n'a pas porté plainte. Mais j'imagine qu'il a témoigné au procès et qu'il a expliqué à quel point il avait été traumatisé par le fait d'être reconnu par le père de la petite fille qu'il aurait voulu violer. Ouais. Oui, on peut imaginer. Oui, on imagine l'horreur. Imaginer la folie dans laquelle on baigne. Donc le constat, il est là, malgré tout. Nous nageons en pleine folie d'injustice aujourd'hui face aux Français qui, malgré tout, je ne parle pas des manifestants qui, en effet, ont été délinquants et donc doivent être punis pour ces actes. Mais comme vous le dites, il y en a qui font ça tous les jours et qui ressortent ou qui ne voient même pas la prison et qui font vraiment du mal à la France, en fait, et aux Français. Et ceux-là ne sont pas inquiétés. Et là, la question que je vous pose, Pierre Marie-Sèvre, je sais que vous avez une réponse puisque c'est votre travail avec l'Institut pour la justice, c'est comment faire changer ça ? Ouais, c'est une mine de rien. Vous savez, l'Institut pour la justice est en train, là, dans les jours qui viennent, nous allons recevoir le livre blanc des 25 mesures pour sauver la justice. Donc, ce sont 25 mesures sur lesquelles nous avons travaillé depuis 15 ans. Hein. Donc, malheureusement, il n'y a pas une réponse unique. Il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'il va falloir. Il y a un vrai problème avec notre magistrature. Oui. Il se trouve que, je vous ai dit, je ne pense pas qu'il y ait de complot, hein, il n'y a pas de complot au sens propre, mais en revanche, il y a une idéologie diffuse, y compris auprès de gens qui ne sont pas adhérents de cette idéologie, mais il y a un conformisme au sein de la magistrature. Pour plusieurs raisons, à cause de la formation, à cause de l'esprit de corps qui est créé, puisque c'est un métier quand même assez particulier, à cause de la sociologie du recrutement. On sait très bien, enfin, l'exemple typique du magistrat, c'est le fils de prof. Voilà, bon, ce qui n'est absolument pas un problème, je suis moi-même fils de prof d'ailleurs, mais ce qui crée malheureusement un conformisme. Bien souvent, vous savez, le milieu des fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est plutôt de la gauche, du centre-gauche. Bon, ce qui en soi n'est pas un problème, mais quand il n'y a que ça crée un conformisme de gauche qui fait que, et la gauche a une idéologie bien précise sur le monde de la justice et de la prison, qui est on ne punit pas, on n'envoie pas en prison, on trouve des excuses, et cette idéologie finit toujours par se retourner par on inverse la culpabilité. Oui, c'est ça. Les victimes deviennent les coupables et les coupables deviennent les victimes. Oui. Les coupables, c'est ceux qui ont commis des crimes ou des délits, deviennent en fait les pauvres victimes de la société. Et les victimes, ceux chez qui on est rentré la nuit pour violer leur petite fille, ça devient les coupables et ça devient les gens qu'il va falloir punir. C'est quand même le pire exemple, celui-là que vous nous avez donné. Et ce qui est important, Pierre Marie-Sèvre, c'est que dans ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que vous êtes nombreux maintenant, vous l'avez dit, finalement, j'ai l'impression qu'on arrive peut-être à la fin d'une ère où au moins beaucoup ouvrent les yeux et tirent la sonnette d'alarme, sonnent le tocsin pour rester dans notre thématique. On a reçu, nous ici, Georges Fenech, je renvoie tous nos auditeurs à son interview qui était passionnante. On a reçu Thibaut de Montbrial, on a reçu Régis de Castelnau, tous pour leur livre, tous pour dire comme vous, nous avons une magistrature politique. Est-ce qu'on ne peut pas finalement sonner un grand coup de tocsin tous ensemble pour changer les choses? Il faut peut-être changer les choses, tout simplement changer le mode de recrutement ou dissoudre certains syndicats. Je ne crois pas que ce soit possible, mais il y a peut-être des questions à poser parce que là, on est dans un système qui est sans fin en fait. Et puis les Français qui vont aller de plus en plus vers une auto-justice, par une justice qu'ils vont faire eux-mêmes, vont être ceux qui vont finir en prison pendant que les autres vont leur cracher devant les barreaux. C'est le monde à l'envers. Oui, ce qui est évident, c'est qu'il vaut mieux prier pour qu'il ne vous arrive rien, pour que jamais un criminel se s'en prenne à vous, parce que si le jour où vous vous défendrez, vous serez malheureusement, vous entrerez dans une spirale de procédures, de difficultés. Mais je vous ai donné un exemple, vraiment, je pourrais vous en donner d'autres. Oui. Je vous en donne un autre qui, moi, m'a vraiment choqué. C'est un homme de 86 ans qui prenait sa retraite dans les Pyrénées-Orientales, une petite maison au bord de la mer. Et un soir, alors il avait été cambriolé dans son département d'origine, qui était la Haute-Loire, je crois. Il avait été cambriolé il y a 10 ans. Et depuis, il dormait toutes les nuits avec un petit couteau de cuisine à côté sur sa table de chevet. Et une nuit, il a entendu du bruit dans sa maison. Alors il se lève, il prend son couteau de cuisine à 86 ans. Hein. Et puis il arrive donc il se met à explorer la maison. Et quand il arrive au milieu de la véranda, il voit la fenêtre brisée.
et il voit une ombre sous la véranda, à proximité de la véranda. Alors, il se trouve qu'à un moment donné, cette ombre s'approche de lui, il le bouscule. Il aurait déclaré au procès qu'il a fait tomber son dentier. Et donc, le monsieur de 86 ans, avec son couteau de cuisine, donne des coups dans le vide. Et malheureusement, entre guillemets, oui, malheureusement, il y a quand même eu un drame derrière, il touche l'ombre. Et c'était un homme qui est ressorti de la maison tout de suite, qui était touché par le coup de couteau et qui s'est effondré 60 mètres plus loin dans le jardin. Il se trouve que c'était un cambrioleur chevronné de 36 ans, qui n'était pas français, et bon, il est mort. Bon, c'est toujours dommage, c'est toujours malheureux, mais enfin, bon, c'est le risque du métier aussi. Hein. Oui. Et malheureusement, donc ça c'est la partie criminelle désagréable déjà, mais le traitement judiciaire a été absolument scandaleux. Cet homme de 86 ans n'a pas été condamné. Encore heureux. Encore heureux. Il se fait pénétrer dans sa maison de nuit à 86 ans. On ne peut pas le condamner. Donc, il n'a pas été condamné. Mais en revanche, pendant plus de 2 ans, tout le temps de l'enquête, il a eu une interdiction de retourner chez lui. Et pendant 2 ans, à 86 ans, il a dû louer un petit appartement à 200 mètres de chez lui. Ça, c'est de la maltraitance criminelle de la part de la justice. Et des exemples comme ça, il y en a pas tous les jours, toutes les semaines. Toutes les semaines, on peut en trouver. Ouais, c'est désastreux, Pierre-Marie Save, ce que vous nous racontez là. Et donc, juste pour conclure, vous nous expliquez tout à l'heure que c'est possible peut-être de dissoudre tout simplement un syndicat de la magistrature, par exemple. Oui, normalement, le Premier ministre a le droit de dissoudre un syndicat. Alors, je pense qu'il y a des conditions. Il faut que pour que ce soit pas annulé derrière par la justice, dont certains juges pourraient faire partie de ce syndicat d'ailleurs. Mais il doit y avoir certaines conditions qui ont été largement remplies, par exemple à l'occasion du mur des cons. Vous vous en souvenez peut-être, en 2013, un mur dans le local syndical du syndicat de la magistrature sur lequel il y a écrit plusieurs dizaines de noms qui sont supposés être les cons du syndicat, des gens qui légitimement, encore aujourd'hui, peuvent se demander s'ils ont droit à une justice équitable. Hein, vraiment, dont des parents de victimes du Bataclan. Voilà, les cons, des parents de victimes. Alors, pas du Bataclan, mais des parents de victimes. Il y avait la famille Escarfaille, notamment, et le colonel Schmitt, qui étaient d'ailleurs des anciens compagnons de route de l'Institut pour la justice. On a travaillé avec eux, on les connaît. Et il y avait notamment mon prédécesseur, l'Institut pour la justice. Un de mes prédécesseurs avait été épinglé aussi sur le mur des cons. Donc on ça se trouve, votre photo a été actualisée sur un nouveau mur des cons. C'est très possible. Et le jour où, pour une raison X ou Y, j'aurai affaire à la justice, je croise les doigts pour le dire au conditionnel et que ça ne m'arrive jamais, je pourrais douter effectivement de la légitimité du processus qui se déroulera en face de moi, effectivement. Donc, comme vous le dites, en attendant, Pierre-Marie Save, on n'a plus qu'à prier pour que rien ne nous tombe dessus, finalement. Hein, c'est ça. Donc, c'est l'humiliation à son comble dont on parlait tout à l'heure et dont parlait Laurent Burton. Merci beaucoup, Pierre-Marie Save, et surtout merci pour ce que vous faites. Je rappelle, délégué général de l'Institut pour la justice. Vous pouvez retrouver le site et faire un don, j'imagine, à l'Institut pour la justice. Je pense que pour ceux qui sont touchés par ce genre de sujet, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, Pierre-Marie Save, et on continue, nous, ici,